les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le Nord, il pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Et jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons cette guerre, parce que nous sommes justes, et parce que nous avons le soutien de presque tout le monde. Le 7 février 1965, les généraux américains estimaient que 3 mois de raids massifs sur le Nord-Vietnam ramèneraient la paix au Vietnam du Sud. Toute l'histoire de la guerre découle de cette thèse: le Sud serait victime de l'agression du Nord. Le 1er février 1968, alors que les bombardements sur le Nord durent depuis 3 ans, le Front national de libération du Sud-Vietnam déclenche une offensive générale. Les généraux américains avaient concentré leurs efforts sur le Nord. L'attaque a lieu à Saigon, Hue, Dalat, Da Nang, Quy Nhon, partout à la fois dans les villes et contre les bases, sur la côte et sur les plateaux. À Saigon, où ce document a été filmé par le FNL, le président Thieu décrète l'état de siège pour tout le pays. La périphérie de la capitale et le quartier de Cholon sont tenus par le Viet Cong, qui patrouille sur les routes à bord de jeeps américaines. En quelques jours, plus de 100 000 réfugiés viennent camper en plein vent. Ils fuient les zones des combats où les soldats Viet Cong, eux, vont résister plus de 15 jours aux troupes américaines arrivées en renfort. L'armée américaine liquidera les 3 groupes de commandos suicides qui occupent les pelouses du Palais de l'Indépendance pendant 24 heures et, pendant 6 heures, l'ambassade des États-Unis, blocos sans fenêtre, bâtie 2 mois plus tôt. Dans la quasi-impossibilité de distinguer les combattants des non-combattants, Américains et Sud-Vietnamiens cherchent sur les suspects les cicatrices, les traces de boue qui suffiraient à prouver qu'il s'agit de terroristes. Après le 16 février, il y aura quelques jours d'accalmie. Mais le 20, deuxième offensive à Saigon et contre 47 bases et villes du Sud. 2 mois plus tôt, le commandant en chef américain, le général Westmoreland, préconisait la mobilité absolue de ses troupes. Les voici temporairement cloués sur leur position. C'est comment il tombe le mec, c'est extraordinaire. Pendant quelques jours, le FNL a l'initiative. Il remporte une victoire psychologique. Le système américain n'est pas sans faille. Il est en train de cramer. Le mec, le pauvre, il est sorti, il est en train de cramer. Non, oh, il ne crame pas là. Il crame le mec, je te dis, il y a un mec. Pour reconquérir les quartiers peu sûrs ou compromis, l'état-major fait appel à l'aviation qui rase les quartiers dangereux. Mais peut-être le FNL a-t-il présumé de ses forces. Il consomme 27 tonnes de munitions par jour contre 7500 tonnes du côté américain. Sur le plan politique, malgré les appels du FNL et ceux de Hanoï, les insurgés n'arrivent pas à susciter un soulèvement populaire à Saigon. À Hue, où les insurgés occupent la rive gauche de la rivière des Parfums et toute la citadelle, on se bat dans chaque maison. L'artillerie et l'aviation transforment l'ancienne cité impériale en un champ de ruines.
Pendant ce temps, les généraux américains croient toujours que l'attaque viendra du nord, de l'extérieur. En raison de ce que Bernard Fall appelait le traumatisme coréen, ils envoient des renforts dans le chapelet de bases établi le long des frontières, Quang Tri, Dongha, Kang Karol, Kontum, Pleiku et Khaessan. Khaessan est à la fois le prototype et le symbole de ces bases. Khaessan sera sans doute aussi un atout politique pour Hanoï. Les frontières du Laos et du Nord-Vietnam sont à quelques kilomètres. Les lignes avancées des forces adverses sont à 500, 300 et même 200 mètres des tranchées où sont terrés 8500 soldats américains. John Granado. From which part of the state are you? Houston, Texas. How old are you? 18. 18 ans. And you? 18. 18 ans. Ces hommes passent 2 mois et demi à Khaessan, assiégés par 20, 30 ou 40 000 Nord-Vietnamiens, on ne saura jamais combien au juste. En attendant, Khaessan illustre l'histoire du chasseur chassé. Les hommes avaient pour mission d'intercepter les Nord-Vietnamiens, de leur interdire le passage. Or, c'est eux qui sont pris au piège. Putain de trou, dit celui-ci. Ras-le-bol, dit l'autre. Hey, wait a second, man. You got some pictures, Louis. You take my picture if you want it. That's all your mail? Yep. Oh, I got left my gal again. 19. 19 ans. Ce soldat est sourcier. Avec sa baguette, il espère déceler les travaux de sape que les assiégeants font parfois de nuit jusque sous le camp. I'm 21. 21 ans. I'm 18. 18 ans. Dès que le soleil perce la brume, les chasseurs bombardiers font la ronde autour de la base et l'encerclent d'un rideau de feu pour desserrer les taux. C'est le seul lien de Khaessan avec le reste du monde, et encore, à condition que le C-130 ne soit pas touché par l'artillerie nord-vietnamienne. Cet avion-ci vient relever une section. Sans avion, sans hélicoptère, la base serait asphyxiée.
Le sort de cette base a dû peser lourd dans l'évolution du conflit vietnamien. Un jour peut-être, on connaîtra le véritable enjeu de Khe Sanh, où en 1968, 8500 hommes étaient à la merci des Nord-Vietnamiens qui n'ont pas donné le coup de grâce. Au Nord-Vietnam, on a toujours démenti avoir épargné Khe Sanh contre la promesse d'un arrêt des bombardements sur le nord. Mais que de coïncidence dans l'enchaînement des fêtes. Le 31 mars 1968, le président Johnson annonce qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles, qu'il ordonne la suspension partielle des raids au nord du 19e parallèle, qu'il va consacrer la fin de son mandat à tenter de mettre un terme à cette terrible épreuve. Quelques jours plus tard, Hanoï se déclare prête à parler avec Washington de la cessation totale des bombardements et, à cette condition, à envisager sa participation à une conférence élargie sur le problème vietnamien. Le 8 avril, le siège de Khe Sanh est levé, sans autre explication, et le 10 mai, à Paris, première rencontre entre les envoyés nord-vietnamiens et américains. Ici, entre le 17e et le 19e parallèle, les paysans nord-vietnamiens passeront encore 7 mois à réparer les digues détruites par les bombardements. Le 1er novembre 1968, après 45 mois d'une guerre aérienne sans précédent qui a beaucoup détruit sans rien changer à la situation au sud, le président Johnson annonce la fin totale et définitive des raids. Sur ce chantier, la nouvelle est annoncée par le responsable politique devant la foule des paysans qui, pour la première fois depuis 3 ans et demi, s'arrêtent tous ensemble de travailler pour écouter. De dures batailles nous attendent. Je ne saurais dire avec trop de force que l'heure de la paix n'a pas encore sonné. Nous commençons seulement à entrevoir une possibilité de paix. Dans les jours à venir, nous devrons faire acte de courage, témoigner de la fermeté, de la pleine mesure de sagesse dont notre valeureux commandant en chef a fait preuve. Nous aurons besoin de toute la sagesse et du courage exemplaire manifesté pendant l'époque des tribulations par tous ces hommes qui m'entourent. And that these men bring evidence of here today. À Saigon, où ceux qui le peuvent encore essayent de vivre plus vite, ignorant combien de temps leur reste à vivre, la conférence de Paris éveille peu d'espoir. L'Asie aux Asiatiques, cette formule magique en forme de vérité première qui va inspirer la nouvelle politique du président Nixon illustre le malentendu tragique qui bloque la négociation politique. Car l'Asie aux Asiatiques, c'est aussi ce que demandent Hanoï et les insurgés du Sud. Saigon, qui vient de redécouvrir que la guerre n'est pas limitée aux rizières et à la jungle, va vivre désormais sous une surveillance constante. À l'intérieur d'un triple dispositif de sécurité, en ville, patrouille et contrôle de police 24 heures sur 24, sur le pourtour des postes fixes et des unités mobiles. Plus loin, les bombardiers allument une couronne de flammes sur la périphérie du Grand Saigon, dont la population s'est accrue après l'offensive du Tet de 2 à 300 000 réfugiés. Nous sommes nés dans la guerre. On ne sait pas quelle est la situation normale, comment sait-on qu'on souffre de la guerre. Parce qu'on est dans la guerre même. Vous n'êtes jamais sorti du Vietnam, je veux dire, vous n'avez jamais été dans un pays en paix. Jamais. Vous ne savez pas ce que c'est. Je désirerais la connaître, mais je ne la connais pas encore. En 1968, après la grande offensive du FNL,
Américains et Sud-Vietnamiens créent un commandement unifié pour mieux quadriller et contrôler la ville. Mais qui contrôle le contrôleur? Quelle preuve a-t-on qu'il n'est pas Viet Cong et à quoi distingue-t-on un bon d'un mauvais Vietnamien? A priori, les quartiers pauvres sont jugés les moins sûrs. Et sans doute le quartier résidentiel est-il le moins suspect, puisqu'il est bourré de militaires, puisqu'on y a des mœurs occidentales, et puisqu'on y rencontre aussi ceux qui, en toute logique, devraient souhaiter que cette guerre dure encore un peu. Il y a combien de banques ici à Saigon? Actuellement, nous sommes une vingtaine. Parce que dernièrement, surtout depuis ces 2 dernières années, il y a beaucoup de banques locales qui se sont formées. Avant, en 1964 par exemple, nous étions à peu près une douzaine. Alors, depuis 64 jusqu'à 68 aujourd'hui, nous sommes une vingtaine. Et c'est pas curieux cela, parce qu'après tout ce pays est en guerre. On ne s'attendrait pas à ce que les affaires marchent si bien que le nombre des banques double en quelques années. C'est peut-être, nous sommes en guerre, que les affaires marchent. Alors, et surtout, les Vietnamiennes ont trouvé que les bandes ont gagné beaucoup d'argent, et ça l'étend. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de nouvelles banques. Et à cause, vous voyez, des importations qui ne sont pas très limitées, je crois qu'on peut ouvrir des banques ici et toutes les banques ont toujours leur affaire. Au fond, la guerre, ça rapporte. Au fond, c'est grâce à cette situation anormale, parce que c'est la guerre, alors ça rapporte. On n'a jamais connu des années aussi prospères que les années de 1966 et de 1967. Dans cette tragédie collective, Américains et Vietnamiens se croisent, mais se rencontrent-ils jamais? Et d'abord, à qui faire confiance, si l'on accepte les 600 000 Sud-Vietnamiens en armes? En 68, à Saigon, on clôt de barbelés les quartiers jugés peu sûrs. Chassés de leurs rizières par la guerre, les réfugiés, si démunis soient-ils, conservent la grâce, héritée d'une longue civilisation, d'une vieille sagesse qui leur a aussi appris à vivre de peu. Mais quelle que soit leur préférence politique, tous partagent une même conviction. Les Américains sont riches, qu'ils payent. Alors, affaires, trafic, chapardage, tout est bon pour que le riche fasse vivre le pauvre. Une longue civilisation leur a aussi enseigné la pudeur. Les images de visages en détresse sont des images que les caméras leur ont volées. Les Vietnamiens ne montrent que leur sourire. Jamais ils ne donnent leur cœur en spectacle. À l'âge de 20 ans, j'avais fait le maquis, j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés légalement avec des enfants. À la mort de mon mari, quand je suis revenue, j'étais obligée de cacher tout ça, cacher mon passé. Et pour Saigon, je suis toujours célibataire avec des enfants. Mais c'était du temps de la résistance contre les Français. Oui, la résistance, oui. Votre mari a été tué par les Français? Oui, dans un guet-apens. Il était colonel. Mais vous-même, par exemple, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé au Nord? Vous avez préféré venir à Saigon? Non, je trouvais que pour moi, c'était... C'est ce que j'ai fait pour le pays. Je trouvais que c'était assez. Mon mari a donné la vie pour le pays. Et je me suis retrouvée veuve avec des enfants. Et j'ai préféré revenir chez moi. Et vos enfants, ils partagent vos idées? Oh, c'est difficile à dire. Mes enfants, ils ont une vie très douillette. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors maintenant que, quelquefois, j'ai peur du changement de régime, j'ai peur de l'arrivée des communistes. D'après ce qu'on m'a dit que avec les communistes, ce ne sera pas très facile. Mais mes enfants, ils disent qu'ils n'ont pas peur.
On leur a dit qu'après la guerre, le pays aura besoin de beaucoup de pas pour la reconstruction. Et moi, probablement à mon âge, je ne me sens pas de taille à recommencer. Vous avez des jeunes filles à 18 ans, ils n'ont pas les mêmes idées que nous à notre âge. Quand on dépasse la quarantaine, on aspire à une certaine sécurité. Et je ne voudrais pas perdre tout ce que j'ai acquis pendant de longues années. Vous êtes fatigué de la guerre? Oui. Parce que quand on regarde un mort, il est toujours jaune, il est toujours vietnamien. Et ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Pendant qu'à Paris la négociation piétine, la partie se joue sur le terrain. Les Américains et leurs alliés regroupent les populations et poursuivent les opérations Search and Destroy, cherchez et détruisez. À ceux qui répugnent à cette brutalité, on réplique le terrorisme Viet Cong en a fait l'autre. Pendant le procès Calais, un témoin allait avouer au juge qu'au Vietnam, il avait peur des femmes, et même des bébés qui, dira-t-il, pouvaient être bourrés de grenades. Quant à ces paysans maintenant regroupés, ils passent sous le contrôle du gouvernement de Saigon. Je suis absolument sûr que la victoire est inévitable. Mais ce n'est pas la victoire que vous pensez. Je trouve qu'on ne peut pas gagner cette guerre en Vietnam si vous commencez à tuer les Viet Cong. Ça, ce n'est pas la solution pour cette guerre. Je crois que nous pouvons gagner la guerre seulement si nous pouvons persuader le Viet Cong que notre côté lui offre une vie meilleure que la côté communiste. Et je trouve ici, au Vietnam, que la population a la possibilité d'achever une vie meilleure quand les étrangers seront partis. C'est mon espoir. C'est-à-dire aussi les Américains, alors. Oui, aussi, surtout les Américains. La guerre chimique a défolié des milliers de kilomètres carrés de cultures et de forêts. En janvier 1971, le président Nixon a ordonné la cessation progressive de ces épandages de produits chimiques. Ils duraient depuis 10 ans, au début à titre expérimental, et visaient à priver le Viet Cong d'abri et de nourriture et à épargner la vie des soldats américains, autour desquels on faisait le vide, au point qu'il leur arrivait parfois d'être désœuvrés. Où est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Combien de soldats américains comprennent pourquoi ils sont ici? Et combien sont-ils aujourd'hui à partir en opération avec l'insigne de la paix autour du cou, à se demander si, au lieu d'arrêter le communisme, ils ne préparent pas au contraire leur alliance avec les autres groupements? Mais bientôt, ils n'iront plus en opération. L'armée sud-vietnamienne, équipée et entraînée par Washington, ira à leur place dans le cadre de la vietnamisation. Cette armée sera le barrage anticommuniste et protégera la démocratie et la République vietnamienne.
Mais un mois avant que le président Nixon n'énonce la doctrine de l'Asie aux Asiatiques, le FNL trouve une parade politique en juillet 69, en mettant sur pied le GRP, gouvernement révolutionnaire provisoire, que Madame Bine, ministre des Affaires étrangères du GRP, représentera à la conférence de Paris. Est-ce que votre rigidité ne retarde pas un peu les objectifs de paix? Vous voyez, nous sommes un peuple pas très nombreux et pauvre. Et nous devons faire face à un ennemi puissant et riche et disposer de tout le matériel militaire le plus moderne. Alors pour pouvoir nous défendre, nous devons avoir de la patience et la détermination. Et qu'est-ce que vous trouvez de rigide dans notre position? Ce que nous demandons aux États-Unis, eh bien, qu'ils respectent nos droits nationaux, qu'ils respectent notre droit à vivre. Vous avez déclaré un jour que vous aviez un certain nombre d'exigences, mais que vous ne vouliez ni l'humiliation, vous ne désiriez pas l'humiliation du peuple américain. Ça peut être contradictoire. Non, ce n'est pas du tout contradictoire. Je pense que nous ne voulons pas du tout humilier ni faire capituler les États-Unis. Ça ne sert à rien. Ce que nous voulons, c'est notre indépendance, notre liberté. Et je vous dis que sur cela, on ne peut pas faire des compromis. C'est au nom de paysans et d'insurgés comme ceux-ci que parle Madame Bine. Les Viet Cong appellent ces sanctuaires les hameaux de la jungle. 10 paillotes, une centaine d'habitants. Le grain, souvent moisi parce qu'il est conservé sous terre, doit être tamisé. Les paysans cultivent de nuit, dans de petites clairières difficilement repérables par l'aviation. De jour, en effet, l'activité est réduite afin de ne pas donner l'alerte aux avions de reconnaissance qui, au premier signe de vie, appelleraient les chasseurs bombardiers et peut-être les unités héliportées. Ce hameau existe-t-il encore aujourd'hui? Car en une seule année, en 1969, les provinces du Sud ont reçu plus d'1 million de tonnes de bombes. Dans ces hameaux de la jungle, on mange sous terre, on dort, on écoute la radio, on rit, on joue sous terre. La lumière du jour est un luxe. Chaque famille a son abri, chaque cellule sociale, sa galerie souterraine. Au Sud-Vietnam, les insurgés ont dû inventer un nouveau mode de vie. Il y a 10 ans et plus que ceux-ci ont fait ce choix, un choix auquel nul ne les contraignait. Nous avons un gouvernement légal, nous avons une constitution. Alors, les communistes demandent toujours que ce gouvernement légal soit dissous, que ce régime soit dissous, soit aboli, que la constitution soit abolie avant qu'ils entament les négociations. Alors, sur ce point de vue-là, moi, je dis franchement, nettement et très clairement que jamais. Donc, mais de toute façon, pourvu, bien que dans notre constitution, il y a l'article 4 qui interdit toutes les formes de propagande ou bien d'idéologie communiste, tout ça. Mais comme je vous ai dit avant, il s'agit de terminer la guerre et de conclure une paix, basée sur la réconciliation nationale. On peut toujours garder la Constitution telle qu'elle, mais tout en organisant les élections auxquelles les gens de l'autre côté pourraient participer. Alors, ça n'a rien à voir avec la question de Constitution au régime légal. Alors, si les communistes vaincront, certainement, ils ne respectent aucun article de la Constitution.
il remplace à la place de ces constitutions une constitution totalement communiste. Quand on parle avec des gens de la rue à tous les niveaux sociaux, il y a une forme de crainte, une forme de peur qui se manifeste chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois que tout homme de la rue, dans n'importe quel pays, est aussi réticent que le commun des Vietnamiens pour parler à la presse devant une caméra. Ça, c'est presque humain et normal. Mais quant aux politiciens, s'ils disent que nous n'avons pas assez de liberté et que notre régime n'est pas assez libéral, ça m'étonne, parce que je crois que nous sommes, si on peut dire, très franchement et honnêtement, nous sommes trop démocratiques ici dans un pays qui n'est pas assez développé au point de vue démocratie et vie politique, et surtout dans un état de guerre.